Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi. Spectaculaire rebondissement dans l'enquête sur le financement de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, garde à vue de son ancien directeur de cabinet Nicolas Bazir, présentation de Thierry Gaubert, proche du chef de l'État, au juge enquêtant sur d'éventuelles rétrocommissions sur des marchés d'armes. Nicolas Sarkozy, à la tribune de l'ONU cet après-midi, propose sa méthode pour réussir la paix au Proche-Orient, un calendrier serré de négociations et dans l'intervalle, il suggère un statut d'État observateur pour la Palestine. Les spéculations vont bon train sur le résultat qui s'annonce très serré des élections sénatoriales. Dimanche, 3 élus avec nous pour en parler tout à l'heure. Philippe Adneau, Emery de Montesquieu et Richard Young. D'abord, ce moment de grande émotion à Toulouse, 10 ans après la catastrophe AZF, un millier de personnalités et d'anonymes se sont retrouvés devant une stèle déplacée pour l'occasion sur le site de l'ancienne usine à 10h17. Toutes les sirènes ont retenti pour appeler la population à communier dans le souvenir. Le souvenir, bien sûr, des 31 morts et des milliers de victimes de l'explosion. Le silence ensuite a duré quelques instants, rappelant le silence de mort qui avait suivi l'explosion de ce 21 septembre 2001. Deux proches du chef de l'État rattrapés par la justice dans l'enquête visant l'intermédiaire franco-libanais dans les marchés d'armement, Ziad Tagieddine, Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur à Matignon, aujourd'hui haut cadre du groupe LVMH, et Thierry Gaubert, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, sont donc soupçonnés d'avoir récupéré en Suisse des valises de billets. Bérangère Dinglas. Le directeur du groupe LVMH, Nicolas Bazir, a été entendu par la police avant d'être placé en garde à vue pour son rôle de directeur de campagne d'Édouard Balladur en 1995. En même temps, Thierry Gaubert, proche de Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly, est en garde à vue depuis lundi. Il devait être déféré devant le juge cet après-midi. L'enquête du juge Renaud Van Ruynbeek vise le financement de la campagne présidentielle de 1995. Les deux hommes, proches du président de la République, auraient transporté des valises de billets en provenance de Suisse. Des commissions obtenues en marge de contrats d'armement, la vente de frégates à l'Arabie Saoudite et celle de sous-marins au Pakistan. Dans cette affaire, tout est parti de l'enquête sur l'attentat de Karachi. Le 8 mai 2002, 11 salariés de la direction des constructions navales mouraient au Pakistan. Depuis, leur famille réclame la vérité. Depuis maintenant pratiquement 2 ans, nous expliquions que Nicolas Sarkozy était au cœur d'un système de corruption qu'il avait validé avec des sociétés offshore qui avaient permis le retour de commissions illicites en France. Et en réalité, nous saluons complètement le travail effectué par les juges d'instruction indépendants. Des histoires de financement occulte qui embarrassent dans les hautes sphères de la République. Aux prises avec la justice, Ziad Tagieddine aurait menacé de faire sauter le gouvernement. Des amitiés politiques que sa femme, avec laquelle il est en procédure de divorce, a déjà commencé à révéler. Et cet après-midi, Martine Aubry demande que la justice aille jusqu'au bout dans cette affaire. Jamais rien ne doit être mis sous le tapis, déclare-t-elle. C'est peut-être là l'une des plus graves affaires de la Ve République, déclare donc la candidate à la primaire. Jacques Servier, le patron des laboratoires du même nom et 5 sociétés de son groupe, mis en examen cet après-midi par les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le scandale sanitaire du Mediator. Ils sont mis en examen pour tromperie et escroquerie. À noter la très forte caution qui leur est imposée, un total de 65 millions d'euros. Peu d'empressement apparemment autour du serment d'allégeance proposé hier par Jean-François Copé. De nombreuses voix s'élèvent, y compris dans la majorité, contre l'idée d'une manifestation solennelle de patriotisme chez les jeunes arrivés à la majorité. Paul Bouffard. Électoraliste, maladroite, les qualificatifs ne manquent pas. L'idée d'un serment d'allégeance aux armes avancé par Jean-François Copé provoque une levée de boucliers. Au Parti socialiste, François Hollande dénonce une formule malheureuse. Selon lui, la fidélité à la France ne se marque pas uniquement par les armes. La gauche dénonce un clin d'œil à l'électeur Front National. C'est une fois de plus un coup de com'.
Ça n'est que ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'à jouer à ce jeu, c'est Marine Le Pen qui arrivera en tête aux élections présidentielles. Et la proposition ne séduit pas non plus à droite. Même le ministre de la Défense, Gérard Longuet, se dit un petit peu gêné. Dans le milieu militaire, certains officiers supérieurs y voient des relents maréchalistes. Pour le tout nouveau président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, proche de Nicolas Sarkozy, l'initiative est dangereuse. Je crois que c'est une proposition qui est ringarde. Le dernier serment d'allégeance qui a été fait en France a été au maréchal Pétain. Et on n'est pas en guerre, la France ne court pas de risque. Piqué au vif, Jean-François Copé juge indigne tout parallèle avec Vichy. Il persiste mais souligne qu'il est prêt à changer de formulation. Dans cette idée de la République des droits et des devoirs, il y a un rendez-vous solennel à un moment donné pour chaque jeune Français qui puisse dire formellement, solennellement, que si notre pays était l'objet d'une menace grave, il est prêt à s'engager pour la défense de notre pays. Le numéro 1 de l'UMP a indiqué qu'il s'agissait d'un document de travail, un document qui apparemment ne figure pas dans les tablettes de Bruno Le Maire. Chargé d'élaborer le projet UMP pour 2012, l'homme se refuse à tout commentaire. Jacques Chirac avait martelé son désir de voir son procès se tenir, même en son absence, pour montrer, disait-il, que tous les citoyens sont égaux devant la loi. La complaisance du parquet hier donne une autre image de la justice et crée le malaise, même chez les avocats des prévenus. Les deux procureurs ont en effet trouvé toutes les justifications à l'emploi de collaborateurs, parfois très éloignés géographiquement de la mairie de Paris. Fabrice Cunet. Nous sommes la France, terre des droits de l'homme, terre de la justice. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Le réquisitoire dans le procès Chirac a relancé le débat sur l'indépendance de la justice. La relaxe requise par le ministère public a choqué jusque dans le monde judiciaire, obligeant le très discret procureur général à défendre ses magistrats dits du parquet et le réquisitoire jugé téléguidé. Il y a un principe fondamental dans le ministère public français. C'est que si par écrit, on peut prendre une position, oralement à l'audience, les magistrats sont totalement libres de leur réquisition. Et je connais ces deux magistrats qui ont pris la parole hier. Je puis vous assurer qu'ils ont appliqué cette règle de la liberté de parole. Ils n'étaient pas téléguidés. Non. L'attaque la plus dure est venue du syndicat de la magistrature aujourd'hui, qualifiant le procès Chirac de spectacle affligeant. Preuve d'un malaise évident, même certains magistrats du parquet se montrent très critiques. Tout cela révèle finalement une stratégie d'occultation, d'évitement, d'effacement qui ne favorise pas Jacques Chirac et bien sûr pas davantage la justice. Le procès doit se terminer vendredi avec les plaidoiries des avocats de Jacques Chirac. Le jugement sera alors mis en délibéré. Le tribunal n'est pas tenu par les réquisitions du parquet. Son verdict sera très attendu par une institution judiciaire en proie au doute. Kadhafi est toujours introuvable et ses partisans restent actifs. Leur contre-attaque dans le sud de la Libye a fait aujourd'hui des dizaines de victimes dans des bombardements. À l'ONU, notons-le aujourd'hui, Barack Obama a comparé la demande d'État palestinien à un raccourci qui n'est pas le plus approprié, selon lui, pour parvenir à la paix. Position immédiatement et chaleureusement saluée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La prise de parole de Nicolas Sarkozy a suivi. Le président français a plaidé pour une solution de compromis. Marie Brémaud. Quelques minutes après Barack Obama, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la résolution du conflit israélo-palestinien, la France veut jouer un rôle essentiel. Le chef de l'État se positionne en médiateur et propose un changement de méthode. 1 mois pour reprendre les discussions, 6 mois pour se mettre d'accord sur les frontières et sur la sécurité, 1 an pour parvenir à un accord définitif. Et la France propose d'accueillir dès cet automne une conférence des donateurs afin que les Palestiniens puissent parachever la construction de leur futur État. Avec ce nouveau calendrier, Nicolas Sarkozy tente d'éviter à l'ONU le bras de fer entre les Palestiniens et les États-Unis sur la demande d'adhésion de la Palestine. Mais pour faire patienter Mahmoud Abbas et les Palestiniens, une étape intermédiaire est avancée. Et pourquoi ne pas envisager, pour la Palestine, le statut d'État observateur aux Nations Unies ? Un statut d'observateur dont jouit déjà le Vatican en attendant un accord définitif sur le futur État palestinien.
Reste à savoir si ces propositions seront suffisamment convaincantes pour que le chef de l'autorité palestinienne renonce à demander la création d'un État vendredi. Le tollé après la décision de l'Union européenne de réduire à peau de chagrin son aide alimentaire aux plus démunis. Le ministre de l'Agriculture a reçu plusieurs associations caritatives. Bruno Le Maire va plaider, il l'a annoncé, pour la création d'un fonds spécifique. Ce qui me révolte, c'est que l'on puisse dire il y a de l'argent disponible qui a été voté pour financer les repas de ceux qui n'ont pas de quoi se payer à manger chaque jour. Et cet argent-là, au pire moment de la crise, on le retire pour des raisons juridiques ou pour des raisons de fonctionnement des institutions européennes. Ça, je ne peux pas le comprendre. Pour l'instant, donc, l'Union européenne reste divisée sur l'avenir de son fonds d'aide aux plus démunis. Un ultime recours à quelques heures de son exécution, recours déposé par Troy Davis aux États-Unis. Il doit être exécuté dans la nuit par injection mortelle à Atlanta. Ce noir américain de 42 ans attend depuis 20 ans maintenant dans le couloir de la mort. Il a été condamné pour le meurtre d'un policier alors que des doutes subsistent sur sa culpabilité. La mobilisation internationale est intense et officiellement, aujourd'hui, la France appelle les autorités judiciaires de Géorgie aux États-Unis de ne pas commettre une faute irréparable, dit le communiqué, en exécutant Troy Davis. À suivre, notre débat avec nos trois invités donc sur les élections sénatoriales. La tension monte. Avec nous donc Philippe Adneau, sénateur non inscrit de l'Aube. Vous n'êtes pas renouvelable pour l'instant. Hein. Votre département est à l'écart de ce vaste mouvement qui va renouveler 50% des sièges au Sénat. Avec nous également Emery de Montesquieu, sénateur du groupe RDSE, élu du Gers également, non concerné directement par ce scrutin, même si vous suivez. Il y a une solidarité avec nos camarades sortants. D'autant que votre groupe, le RDSE, qui rassemble des élus de gauche et de droite, pourrait, dit-on, en cas de scrutin très serré, jouer un rôle décisif. On en parlera dans un instant. À vos côtés, Richard Yung, sénateur socialiste, représentant les Français établis hors de France. Vous restez en place, vous également, dans votre fauteuil, mais vous espérez bien avoir un nouvel élu socialiste dans ce collège électoral qui est encore très particulier. Oui, nous pensons avoir deux élus puisque le changement de règle fait que le Sénat maintenant se renouvelle par moitié tous les 6 ans et donc à la proportionnelle, puisque nous sommes, nous, dans un scrutin proportionnel, nous aurons au moins 2 élus. 3, je l'espère, mais c'est peut-être un peu plus tendu. Très bien. Alors, ce qui est tendu également, c'est le résultat final. J'aimerais savoir quel est votre pronostic, chacun d'entre vous. Philippe Adneau. Le pronostic, c'est pas possible de le donner. On peut déjà poser l'équation. Il y avait 343 sénateurs, on va passer à 348. La majorité, c'est donc 175. La majorité actuelle auprès du président Larcher, c'est 188. Donc s'il y a 13 sièges qui changent, la discussion devient extrêmement serrée. Tous les observateurs à l'heure actuelle ont l'air de dire que ça va se tenir dans une fourchette entre 0 et 10 ou 12. Mais faire le pronostic exact, c'est impossible parce que c'est une élection qui donne une large part aux personnalités. Et donc, bien souvent, ça va au-delà des clivages politiques. Vous, par exemple, vous avez été élu par des voix de droite, des voix de gauche. Moi, je suis élu avec presque 70% des voix il y a 3 ans. Donc, vous réunissez largement. Je réunis bien plus que mon camp, évidemment. Et donc, on est nombreux des sénateurs comme ça à dépasser le clivage classique. Comment vous faites pour obtenir un score pareil? J'espère que là, ils sont impressionnés, hein, vos vis-à-vis. J'espère que c'est simplement que j'essaye de faire correctement mon travail. Oui. Bon, alors, est-ce que vous risquez un pronostic, monsieur de Montesquieu? Non, je vois que la sagesse parle par la bouche de mon collègue. Il y a 2 formes de scrutin. Il y a un scrutin à la proportionnelle, et souvent il y a des listes dissidentes de droite et de gauche, donc qui transforment les pronostics. Et puis il y a des scrutins majoritaires pour les départements 3 et moins candidats, où le coefficient personnel est encore plus important que dans les listes au scrutin proportionnel. Je suis une anomalie politique, contrairement à mon avis. Parce que le général de Gaulle faisait 38,5% au second tour. Donc c'est très difficile lorsqu'on n'est pas socialiste de se faire élire. Et j'y parviens au premier tour avec quelques marges. Donc si vous voulez,
il y a un coefficient personnel dans ce scrutin majoritaire important, mais l'amour peut changer aussi. Ah, bien sûr, ça va, ça vient. Un pronostic pour vous? Enfant de bohème. Un pronostic? Écoute, pronostic, c'est, comme l'ont dit mes collègues, c'est un exercice... Je ne vous interroge pas sur votre espoir d'un basculement à gauche. Mais je note quand même que nous avons de bonnes bases, nous, la gauche, pour progresser. Nous avons progressé de 22 sièges, je crois, la dernière fois, de quinzaine ou une vingtaine la fois d'avant. Et les circonstances politiques font que la base, si j'ose dire, est encore plus renforcée, puisque la grande partie des pouvoirs locaux, même si ce n'est pas vrai pour toutes les petites communes, est plutôt à gauche. Alors voilà, donc... Alors, est-ce que vous estimez que si vous ne gagnez pas dimanche soir, il y aura quelque chose d'anormal qui se sera passé? Quelqu'un l'a dit, hein. Qui? Le Sénat est une anomalie. Oui. C'est vrai qu'il y aurait quelque chose d'un peu anormal. Plus grand monde ne le dit au Parti socialiste aujourd'hui. Il y en a qui le pensent quand même. C'est le mode de scrutin qui est critiqué. Ce qui est critiqué, c'est ça. C'est le mode de scrutin et c'est la survalorisation des toutes petites communes par rapport... voilà. Sur ce point-là, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'effectivement, comme notamment le dit le président du groupe socialiste, Jean-Pierre Bel, il faudrait revoir le mode de scrutin et le collège électoral? Monsieur Adno. Qu'il y ait quelques évolutions, ça peut se comprendre, ça peut se discuter, mais je voudrais revenir surtout à l'idée de base. C'est quand même assez détestable d'être d'accord avec un système si on gagne et de ne pas être d'accord avec si on perd. Et je trouve que c'est un bien mauvais procès, une bien mauvaise manière. C'est une pierre dans mon jardin? Non. On prend le système là tel qu'il est parce qu'on ne peut pas le changer. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des idées, des propositions sur l'améliorer. Et j'ai moi-même déposé une proposition de loi pour changer notre propre collège électoral des Français à l'étranger, parce que je trouve que 155 grands électeurs qui élisent 12, c'est quelque chose de tout à fait anormal, et qu'il nous faudrait un collège électoral de 300 ou 400, enfin quelque chose de raisonnable. Monsieur de Montesquieu, donc, voilà. Sur le mode de scrutin. Moi, je crois qu'il faut que les téléspectateurs aient à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une Assemblée nationale bis. Ils ne comprennent pas, je pense. Le Sénat beaucoup de Français ne comprennent pas. Territoires. Oui. Donc, je suis en désaccord avec mon ami Young lorsqu'il parle de survalorisation des petites communes. Je répète, on représente des territoires. Et c'est une richesse de la France, les territoires. C'est pas un lieu commun de le dire. Si vous voulez, vraiment, notre territoire, c'est vraiment, pour nous, un potentiel formidable. Les territoires, ce sont des populations également. Donc c'est pour ça que c'est un mix, si vous voulez. Les grandes communes sont plus représentées, ce qui est normal, et les petites communes, elles existent, donc elles sont représentées. Enfin, on peut avoir une représentation des territoires sans avoir 95% du corps électoral composé des maires et des représentants des toutes petites communes de moins de 3500, je crois. Est-ce qu'on saura véritablement dimanche soir si le Sénat a basculé? Puisque je vois il y a quand même de très nombreuses listes dissidentes et beaucoup aux étiquettes floues. Est-ce que vraiment les choses seront claires dès dimanche soir, selon vous, oui ou non? Philippe Adno? À mon avis, non. À votre avis, non? Il y aura toujours une marge de manœuvre pour un certain nombre de personnes pour discuter. Oui. Vous êtes sûr qu'on le saura? Il y a deux niveaux différents. Il y a la majorité politique, si j'ose dire. Je pense que celle-là, elle devrait quand même être plutôt déterminée dimanche soir. Il y a l'élection du président qui peut être une deuxième paire de manches, comme on dit. Très bien. Bien que cela soit laïque, rédemption. Les listes dissidentes, qu'elles soient de gauche ou de droite, eh bien, si elles ont des élus, eh bien, ils réintégreront leur famille d'origine. Bien, le président du groupe socialiste qui mène vraiment la bataille en ce moment, et notamment contre directement Gérard Larcher, estime que le combat est inégal entre la gauche et la droite, pas seulement pour d'ailleurs des questions de mode de scrutin. Est-ce que c'est votre perception de ce scrutin aux uns et aux autres? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le combat de Jean-Pierre Bel. Il estime que le combat est inégal. Alors, vous avez Richard Young va argumenter pour lui. Écoutez, je pense que par là, il veut dire, d'abord, vous l'avez signalé, le mode de scrutin est, comment dirais-je, biaisé d'une certaine façon, et deuxièmement que la gauche a moins de possibilités de faire valoir son argumentation, ses idées,
sur le plan proprement local, régional, etc. Vous pouvez aller à la rencontre de tous les grands électeurs, comme les autres. Bien sûr, mais enfin, les réseaux sont les réseaux. Il y a en quelque sorte quelque chose il y a un rattrapage à faire qui est historique et qui fait que la gauche est moins présente dans les petites communes rurales. Je crois que Jean-Pierre Bell, qui est par ailleurs un garçon charmant, s'est laissé un peu emporter parce que très clairement, on ne peut pas dire qu'il y a eu au sein des élections municipales qui fournit le principal corps électoral une évolution qui a donné beaucoup plus de poids à la gauche et dire qu'elle n'aurait pas les moyens de faire campagne. L'élection sénatoriale, c'est une élection très personnalisée, où ce sont les candidats qui vont à la rencontre des électeurs presque individuellement. Et donc, c'est pas une question d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour faire campagne au sénatorial. Il faut du temps pour rencontrer les gens et essayer de les convaincre individuellement. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un camp qui ait plus d'avantages que l'autre. On connaît les communes, on connaît les grands électeurs, on peut les rencontrer, on discute avec. Et franchement, il n'y a pas un camp. La majorité des régions est à gauche. Les grandes villes sont à gauche. Et donc, très clairement, si la gauche se plaint de ne pas avoir les bons réseaux et les bons relais, c'est à ne rien y comprendre. C'est 5% du collège électoral. Non. Et 95% sont les petites communes. Et ce que tu dis est vrai pour le scrutin majoritaire, mais c'est pas vrai pour le scrutin proportionnel, qui est un scrutin essentiellement de nature politique. Et oui, Montesquieu. Nous sommes deux enfants du scrutin majoritaire. Voilà. Mais 80% ou peut-être plus des maires sont divers droite ou divers gauche. Ils n'ont pas un engagement idéologique. Donc le coefficient personnel est quelque chose de vraiment essentiel. Et vous avez des socialistes qui doivent avoir des voix dites de droite, et inversement, des gens du centre droit ou de droite qui ont des voix de gauche. Ça veut dire que lorsque vous faites campagne, vous mettez sous le coude vos engagements idéologiques, par exemple. Philippe Adneau, vous diriez, par exemple, en campagne aujourd'hui, pour qui vous allez voter en 2012 ? Moi, je le dis sans aucun problème. Je l'ai même dit récemment, et donc ça n'est pas la question. Ça n'est pas la question. Non, mais moi personnellement, je ne voterai pas Sarkozy à la prochaine élection présidentielle. Mais ça n'est pas la question qui est à l'ordre du jour. Quand vous allez voir les grands électeurs, vous indiquez dans quelle direction vous allez vous mobiliser, quelles sont vos ambitions pour le pays. Mais c'est pas très partisan, à part effectivement dans les villes où c'est un scrutin proportionnel et où là on se compte gauche-droite et où la gauche a plutôt autant d'avantages, sinon plus, que la droite. Donc ce que disait Jean-Pierre n'est pas exact, et je dis qu'il s'est laissé emporter et qu'il n'y a pas de problème sur le sujet. Qu'est-ce que vous pourriez dire les uns et les autres, au-delà de ce débat-là sur le mode de scrutin qui échappe un peu aux Français, sur l'utilité du Sénat aujourd'hui, et notamment sa position par rapport à l'Assemblée nationale ? Monsieur de Montesquieu. Moi, j'ai le privilège de faire les trois assemblées. J'étais 2 fois député, j'étais député européen, j'étais 2 fois sénateur. Alors, le Sénat, si on veut travailler, c'est un endroit idéal. Vraiment, le niveau de la réflexion, le fait qu'il y ait beaucoup moins de manichéisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations vraiment amicales, quel que soit le groupe auquel on appartient, et on peut travailler ensemble sans aucun problème. Les relations sont différentes ici avec vos adversaires politiques que ce que vous avez connu autrefois dans votre vie de député. Oui, absolument, absolument. Et c'est un élément pour la qualité du travail. Vraiment. Très bien. Voilà un premier point. Richard Yung. Je n'ai pas l'expérience d'autres assemblées, mais ce que moi j'ai pu constater à la commission des lois, c'est qu'on faisait un travail quand même assez en profondeur, pas toujours consensuel puisqu'on vote, et souvent on est séparés, mais enfin on fait un travail de fond et en général... Avec une vision consensuelle néanmoins sur de grands dossiers, en rapport notamment avec par exemple la justice, on le voit dans les débats. Sur la politique pénitentiaire par exemple, sur la justice, sur un certain nombre de points, on se retrouve. Pas sur tout, mais c'est en fait des initiatives gouvernementales qui font qu'on est séparés, mais au niveau parlementaire, au niveau sénateur, plutôt tendance. Vous diriez qu'ici au Sénat, les élus de la majorité sont vos alliés pour tempérer certaines ardeurs du gouvernement ? Pour tempérer certaines ardeurs et corriger certaines fautes, oui. Et surtout pour corriger éventuellement les erreurs d'une première lecture. Si on avait une seule assemblée, une fois que la loi est votée, elle est votée.
Donc 2 assemblées, ça permet quoi? Ça permet de regarder exactement les conséquences éventuellement du texte qui a été voté à l'Assemblée nationale et de le corriger. Et bien souvent, c'est même le gouvernement qui, s'apercevant des différentes dérives qui ont pu avoir lieu dans le débat, se dit « Oh là là, la catastrophe, il faut maintenant changer si on veut ». Et c'est Emery tout à l'heure disait quelque chose de très juste, c'est-à-dire nous ne sommes pas une Assemblée nationale bis. Nous n'avons pas les mêmes comportements, nous ne sommes pas issus du même corps électoral, nous avons un regard différent, avec certainement un peu plus de recul, moins d'engagement, d'émotion politique, mais avec peut-être plus d'expertise qui nous est donnée par la manière dont justement on est élu. Cette description que vous faites, est-ce qu'elle ne va pas voler en éclats dimanche soir si le Sénat bascule à gauche? Parce que là, la Haute Assemblée va devenir un instrument dans la perspective de 2012, évidemment, Richard Yung, non? Ça sera un signe. Le ton changera. Ça sera un signe plutôt. Enfin, nous interpréterons positivement, d'autres l'interpréteront dans l'autre sens. Mais je ne crois pas que est-ce que le Sénat deviendra une machine de guerre contre Nicolas Sarkozy? Ça change la nature profonde du travail au Sénat. Il n'y a pas de raison. Ce qui a été dit, ce que nous avons dit les uns et les autres, restera. Bien sûr que tant mieux, ça permettra des votes, par exemple, sur les lois organiques, qui aujourd'hui sont bloquées, etc. Mais enfin, je ne pense pas que sur le fond de l'engagement, des méthodes de travail du Sénat, la qualité du travail du Sénat, ça doit changer. Messieurs, est-ce que vous craignez une victoire de la gauche? Non, je pense rien à craindre, la démocratie n'est pas à craindre. Oui. Simplement, on a déjà connu des moments où l'Assemblée nationale et le Sénat n'étaient pas de la même couleur. C'était jusqu'à présent l'Assemblée nationale éventuellement qui était à gauche, le Sénat à droite, et ça n'a jamais empêché les institutions de fonctionner. Donc si demain c'était l'inverse, je pense que ça n'empêcherait pas les institutions de fonctionner. Oui. Ça changerait effectivement la donne politique et ce serait effectivement un signal qui serait peut-être un peu difficile, mais peut-être qu'après tout, ce serait un signal qui permettrait au gouvernement actuel de corriger le tir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup lutté contre la réforme des collectivités et je pense que cette réforme-là peut effectivement peser dans le scrutin, dans le sens où ça a déplu à bon nombre d'élus locaux et je pense qu'à ce moment-là, le gouvernement pourrait peut-être corriger un peu le tir. Oui. Sur ce point, je ne suis pas d'accord, mais peu importe. Sur l'état d'esprit du Sénat, je suis convaincu qu'il ne va pas changer. Le dialogue va subsister, c'est vraiment dans l'esprit profond du Sénat. Quelques mois de la présidentielle, quand même. Mais écoutez, on n'aura pas forcément les mêmes votes à la présidentielle, mais cet état d'esprit de travail en commun, je suis sûr qu'il va subsister. Enfin, c'est plus qu'un espoir, vraiment. Et je voudrais ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une période de grandes turbulences financières et économiques. Et que les solutions à ces problèmes, elles ne sont pas blanches et noires. Quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, elle aura des réponses qui sera très proche de celui qui l'aura battu, si vous voulez. Et ça, c'est un élément très important. Les gens seront beaucoup moins péremptoires au cours de cette campagne électorale et on rejoindra un petit peu le ton consensuel du Sénat en disant voilà, tel problème, peut-être qu'il faut faire l'union nationale pour résoudre tel problème. C'est ce que vous faites déjà au groupe RDSE en quelque sorte, majoritairement à gauche quand même, il faut le dire, un groupe présidé par Yvon Collin où on trouve des gens comme Jean-Marie Bockel, qui ont été ministres de Nicolas Sarkozy. Moi, je l'ai connu avec une majorité centre-droit. Candidat à la primaire. Chevènement. Oui. Il y avait Michel Charasse. Si vraiment c'est très très serré, le président demain du Sénat pourrait sortir de votre groupe. C'est une hypothèse crédible pour vous? Oui, au Sénat, tout est crédible, parce que l'imagination règne au Sénat. Bon, c'est le match qui suivra, l'élection de dimanche. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette édition du 19h. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir à tous. Cette année, les absents étaient à l'honneur aux universités d'été de l'UMP. On y a beaucoup parlé des socialistes, évidemment. Martine Aubry, c'est la ligne archaïque d'un parti socialiste à l'ancienne. Lorsque François Hollande s'exprime, vous l'avez vu comme moi, c'est une alternance de blagues lourdes et de banalité. Alors, quelle image le parti de Nicolas Sarkozy nous renvoie-t-il cette rentrée? Quels sont les axes de communication choisis pour cette année présidentielle et comment sont-ils perçus? Toutes les réponses dans Déshabillons-les. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est ce soir à 22h45 sur Public Sénat.
du lundi au jeudi à 22 h pour décrypter toute l'actualité du jour. Tout ce qui vous a marqué, tout ce qui vous a interpellé, nous prendrons le temps qu'il faut pour en parler avec nos invités politiques et puis nos chroniqueurs Jean-Louis Gombault et Arlette Chabot. Rendez-vous donc à 22 h.